Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va poursuivre le cours. Je vous rappelle que on avait défini dans la précédente vidéo ou dans le précédent cours ce qui était, on en était dans le grand 2, quels sont les processus qui conduisent à la déviance. On avait vu le grand A, le processus de l'étiquetage. On avait vu que selon Howard Baker notamment, ce qui faisait qu'on était déviant, c'était surtout qu'on allait se faire étiqueter comme déviant et que on pouvait se faire étiqueter comme déviant si on avait transgressé une norme. C'est le cas où on est pleinement déviant, mais il pouvait aussi y avoir des cas où on était étiqueté alors qu'on n'avait pas transgressé de norme, ça c'est l'accusé à tort, ou qu'on pouvait transgresser une norme sans être étiqueté comme déviant, ça c'est le secrètement déviant. Et maintenant on va voir un deuxième processus qui mène à la déviance, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation. Et je vous préviens que du coup là, je vais vous demander, comme d'habitude, de suivre le cours, de prendre les notes. Les notes seront à la fois bien sûr sur le site et dans le cahier texte sur le NT. Et à la fin, vous aurez la synthèse à faire en ligne sur le site La Cuisinière. Je vous donnerai le lien comme d'habitude et il me faudra me remplir la synthèse en ligne. Ça va être le moyen pour moi de m'assurer que le cours a bien été suivi. Donc, on commence, grand B, la stigmatisation, et on commence par étudier le document 9, les contrôles d'identité. Alors, je me suis aperçu la dernière fois qu'il y avait eu un problème dans ce document-là. Comme vous le voyez, on est à la case homme perçu comme blanc. En fait, il ne s'agissait pas 12,9. On voit qu'en fait, ils ont repris le 12,9 de dessus, mais c'est 1,9. Donc pas 12,9, 1,9. Vous pouvez modifier sur votre dossier documentaire. Je modifierai le tableau. Voilà. Donc, on étudie ce document ensemble. Ce document nous présente la fréquence des contrôles d'identité dans les 5 dernières années selon le fait d'être perçu comme arabe ou maghrébin, blanc ou noir. Et on a étudié que des hommes. La question qui était posée par ce rapport d'activité, par ce sondage, c'était au cours des 5 dernières années, combien de fois avez-vous eu personnellement un contrôle d'identité par la police ou par la gendarmerie ? Donc ça pouvait être, les réponses pouvaient être jamais, c'est en vert, de 1 à 5 fois en jaune, ou plus que 5 fois en bleu. Et on voit que c'est un échantillon composé de 2422 hommes, donc on voit qu'un échantillon quand même assez conséquent. Et on vous demande premièrement de faire une phrase avec la donnée entourée. Donc la donnée entourée, c'est ce 21,9%. Donc on voit que d'après le rapport d'activité défenseur des droits en 2017, 21,9% des hommes perçus comme arabes ont été contrôlés plus de 5 fois au cours des 5 dernières années. Et on remarque au passage que c'est le taux le plus élevé de contrôle fréquent. Hein. Les hommes perçus ayant une couleur de peau différente ont été beaucoup moins consultés souvent, en particulier les hommes perçus comme blancs n'ont été contrôlés, n'ont été que 1,9% et contrôlés plus de 5 fois. Ensuite, on vous demande deuxième question, les personnes perçues comme blanches déclarent une fois plus que les personnes perçues comme arabes qu'elles n'ont jamais été contrôlées dans les 5 dernières années. Alors là, on en profite pour faire des rappels sur comment on utilise ces données chiffrées, comment on compare des données entre elles. On a plusieurs outils, donc là on est en train d'étudier des pourcentages de répartition, pour les comparer, on pourrait avoir les différences en points, les taux de variation ou les coefficients multiplicateurs. Si on vous demande tant de fois de plus, c'est qu'a priori, on est en train d'utiliser un coefficient multiplicateur. Allez revoir dans les points méthodes si jamais c'est quelque chose qui n'est pas clair. Clairement, un coefficient multiplicateur, c'est quand on a quelque chose qui multiplie quelque chose d'autre. Par exemple, si votre moyenne de SES, elle passe de 6 à 18, eh ben, elle a été multipliée par 3 entre les trimestres étudiés. Donc là, justement, on cherche par quoi a été multiplié le nombre d'absences de contrôle. Donc, maintenant, on va prendre les chiffres correspondants. Les personnes qui n'ont jamais été contrôlées dans les 5 dernières années blanches, c'est 82,6%. Donc 82,6% des personnes perçues comme blanches n'ont pas été contrôlées une seule fois au cours des 5 dernières années. Et c'est le cas pour 51,5% des personnes perçues comme noires. Donc si on fait le rapport comme arabe, pardon, et si on fait le rapport entre les deux, donc 82,6 divisé par 51,5, ça nous donne 1,6, donc mon coefficient multiplicateur est de 1,6, donc les personnes perçues comme blanches déclarent 1,6 fois plus que les personnes perçues comme arabes, qu'elles n'ont jamais été contrôlées
dans les 5 dernières années. Donc en gros, vous avez 1,6 fois plus de chances de ne pas vous faire contrôler si vous êtes perçu comme blanc plutôt que si vous êtes perçu comme arabe. Finalement, question 3, les chances de se faire contrôler sont-elles identiques pour tous? On voit que non, hein. Les chances de se faire contrôler ne sont pas identiques pour tous, puisque les personnes qui sont perçues comme arabes ou noires ont beaucoup plus de chances de se faire contrôler que les personnes perçues comme blanches. Les personnes qui sont perçues comme noires ou arabes, on dit du coup, et c'est le vocabulaire qu'on va placer dans ce document-là, qu'elles sont victimes de stigmatisation et de discrimination. On voit, vous avez dans le point notion de ce document que un groupe impose une identité péjorative à un autre. Lorsqu'un groupe impose une identité péjorative à un autre, on dit qu'il le stigmatise. Cela passe par des accusations de déviance, des ragots dévalorisants. Donc là, on retombe un peu sur dont on avait parlé dans le précédent cours, sur les personnes qui sont accusées à tort, qui sont stigmatisées alors qu'ils n'ont rien fait, justement. Et ça repose évidemment sur des stéréotypes négatifs. Alors, le fait est que on voit que, évidemment, si quelqu'un qui est perçu comme noir ou arabe a 5 fois plus de chances de se faire contrôler que quelqu'un qui est perçu comme blanc, forcément, s'il y a des gens qu'on contrôle plus, ils vont davantage être étiquetés comme déviants, parce que pour qu'on soit contrôlé comme déviant, pour qu'on soit étiqueté comme déviant, il faut qu'on soit contrôlé. Et forcément, si on se fait plus contrôlé, on a plus de chances de se faire étiqueter comme déviant. Donc on voit que c'est pas anodin le fait de se faire plus contrôler, le fait de se faire plus contrôler, ça va générer plus de déviance. Et du coup, cette stigmatisation, elle peut mener aussi à d'autres comportements déviants, comme résister à un contrôle de police, parce que si c'est la 5e fois en très peu de temps, ça paraît normal que ce soit au bout d'un moment fatigant. Donc là, c'est des sujets sur lesquels dont on parle beaucoup, hein, si vous suivez un petit peu l'actualité. Évidemment, ça a été au centre du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis suite à la mort de George Floyd, mais c'est aussi des sujets desquels on parle en France. Là, ce document traite de la France. Et évidemment, voilà, c'est des sujets d'actualité dans lesquels les citoyens s'emparent justement pour éviter que les contrôles policiers soient trop stigmatisants. Justement, donc on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que ça veut dire, de ce que c'est qu'un stigmate et ce que ça veut dire être stigmatisé. On va s'intéresser notamment à l'auteur en sociologie qui a forgé ce concept, qui est Erving Goffman, un autre sociologue américain. On avait vu Howard Baker précédemment, et maintenant on va étudier donc Erving Goffman. Alors, stigmate, c'est un mot qui remonte en fait au grec, en Grèce antique, et qui était aussi beaucoup utilisé dans le Moyen-Âge, mais lui, il va l'utiliser pour en faire un concept sociologique, et justement on va étudier un petit peu ce qu'il en dit et surtout quels sont les liens avec les stéréotypes. Donc je vais commencer par la petite notion et puis après on va lire ensemble le document. Donc notion: les individus doivent trier parmi la grande quantité d'informations qui leur parviennent de leur environnement social. Pour cela, ils font des catégories. Un stéréotype est une généralisation sur le comportement d'une catégorie de personnes. Donc ça, c'est la définition de stéréotype. Et justement, on va voir en quoi les stéréotypes peuvent produire de la stigmatisation. Donc document 10, stéréotype et stigmate. Les Grecs inventèrent le terme de stigmate pour désigner les marques corporelles destinées à exposer ce qu'avait d'inhabituel et de détestable le statut moral de la personne ainsi signalée. Ces marques étaient gravées sur le corps, au couteau ou au fer rouge et proclamaient que celui qui les portait était un esclave, un criminel ou un traître, bref, un individu frappé d'infamie, rituellement impur et qu'il fallait éviter, surtout dans les lieux publics. Le mot stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette un discrédit profond. Jeter le discrédit, hein, ça veut dire discréditer. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas digne d'avoir de l'intérêt. C'est ostraciser quelqu'un, on pourrait dire. C'est le mettre à l'écart. Donc voilà. Le mot stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette un discrédit profond. Mais il faut bien voir qu'en réalité, c'est en termes de relation et non d'attribut qu'il convient de parler. Ainsi, dans les classes moyennes, un jeune homme n'éprouve en général aucun scrupule à ce qu'on le voit aller à la bibliothèque. En revanche, voici ce qu'écrit un bandit professionnel. Je me rappelle par exemple avant, c'est arrivé plusieurs fois, j'allais dans une bibliothèque publique près de là où j'habitais et je regardais par-dessus mon épaule 2 ou 3 fois avant d'entrer pour de bon, juste pour m'assurer qu'il y avait personne qui me connaissait dans les environs qui pouvait me voir à ce moment-là.
Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail en répondant aux questions. On vous demande déjà de définir, question 7, qu'est-ce qu'un stigmate. Donc on va revenir ensemble, mais un stigmate, justement, c'est ce que nous explique Goffman dans ce document, c'est un attribut. Ça veut dire quelque chose qu'on porte sur nous, une marque, une caractéristique physique ou supposée. Alors, un stigmate, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de visible. Souvenez-vous, dans le texte, on vous dit que c'était quelque chose, une marque qu'on a posée au fer rouge. Par exemple, chez les Grecs, quelqu'un qui est un voleur en Grèce antique, on lui mettait une marque sur le front au fer rouge avec marqué voleur dessus. Bon, comme ça, on est sûr que tout le monde saura. Donc c'est un peu la même idée que l'étiquetage qu'on avait vu précédemment. Donc un stigmate, c'est quelque chose qu'on porte sur nous, le fait d'être handicapé, par exemple, ou le fait d'avoir la peau noire, ou voilà, quelque chose qui le montre. Alors, ça peut être aussi des tics de comportement, un accent, par exemple. Si vous avez un accent très prononcé qui peut vous générer de la moquerie, ça peut être considéré comme un stigmate aussi. Donc, un stigmate, pour résumer, c'est un attribut, une marque, une caractéristique physique ou supposée qui jette le discrédit sur une personne. L'idée, c'est que... c'est ça, c'est que ça va discréditer cette personne-là. Notre Premier ministre Jean Castex, il a l'accent du Sud, par exemple, et c'est quelque chose qui lui a été reproché, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on le remarque souvent. Il y a certains commentateurs qui disaient que ça faisait pas sérieux, etc. Donc, ça pourrait être considéré, c'est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme de la glossophobie, c'est-à-dire la phobie des accents. C'est pas parce qu'on a l'accent du Sud qu'on est moins sérieux, mais effectivement, on voit que ça appelle à des stéréotypes, et qu'il y a des gens qui considèrent ça un peu comme moins sérieux. Voilà. On va étudier plutôt l'exemple précis qui est ici. Par qui le bandit ici a peur d'être stigmatisé? On voit qu'il a peur d'être stigmatisé par les autres bandits, c'est-à-dire par les personnes qu'il connaît et qui ont une représentation de lui qui est éloignée de quelqu'un qui va à la bibliothèque. Donc c'est ce bandit qui va à la bibliothèque et qui a peur d'être reconnu, qui ne veut pas être reconnu. Il a peur d'être stigmatisé par les autres. On pourrait dire de quelqu'un comme... là, il serait stigmatisé en fait comme une espèce d'intello, comme quelqu'un alors que souvent, dans le milieu des bandits, on va valoriser des normes physiques, de virilité par exemple, donc des choses qui sont à l'opposé de aller lire des livres à la bibliothèque. On vous demande question 9, de quel stéréotype le bandit est-il ici victime? Il est victime du stéréotype selon lequel un bandit ne lit pas de livres. Voilà. Donc, dernière question, on vous demande de montrer que la désignation comme déviant a lieu lors d'interactions sociales. On voit que effectivement, la stigmatisation, c'est une interaction. C'est parce que quelqu'un vous désigne, donc on revient sur l'étiquetage en fait, c'est parce que quelqu'un vous désigne comme déviant que vous êtes considéré comme déviant. Mais là, on voit que... Donc, en fait, il faut bien voir que la théorie de l'étiquetage et la théorie de la stigmatisation, elles sont complémentaires. On a vu que dans le grand A, que pour être considéré comme déviant, il fallait être étiqueté comme déviant. Et Becker avait insisté sur le fait que parfois, on pouvait être étiqueté comme déviant alors qu'on n'avait pas transgressé de normes. Et bien là, avec sa théorie de la stigmatisation, Erving Goffman, il montre que justement, en fait, la stigmatisation, c'est un moyen... ça nous permet de comprendre pourquoi certains individus sont étiquetés comme déviants alors qu'ils n'ont rien commis. C'est justement parce qu'ils sont stigmatisés, c'est-à-dire qu'ils ont un stigmate, ces individus-là, ils ont un stigmate, ce stigmate, il est mal considéré par une partie de la population, et donc ils vont être étiquetés comme déviants simplement parce qu'ils portent ce stigmate alors qu'ils n'ont rien fait. Donc on voit que là, c'est le fait de porter un stigmate qui va mener à un étiquetage et donc à une désignation en déviance, et pas du tout le fait d'avoir transgressé une norme. Mais le fait d'être déviant, du coup, ça se fait bien dans l'interaction. C'est bien parce que quelqu'un d'autre a un stéréotype qui fait qu'il va considérer tel stigmate comme déviant, qui va étiqueter la personne comme déviance. Donc c'est bien toujours dans l'interaction que se passe la désignation sociale de déviance. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre ce concept-là, mais il faut bien l'avoir en tête, bien comprendre que le stigmate c'est un procédé physique et qui va amener à une désignation sociale, d'indignité sociale. Voilà. Donc à retenir, donc s'il va falloir retenir surtout, c'est la définition de stigmatisation et quels sont les effets plus tard sur le comportement déviant. Donc à retenir, la stigmatisation c'est donc le processus par lequel au cours des interactions sociales, un individu est discrédité en raison d'un attribut auquel sont associés des stéréotypes négatifs, la couleur de peau, le handicap, le surpoids, etc.
Lorsqu'un groupe dominant impose une identité péjorative à un autre, on dit qu'il le stigmatise. À l'échelle individuelle, dans les interactions sociales, l'individu stigmatisé peut intérioriser cette identité péjorative, et cela peut même le conduire à commettre des actes déviants ou être conforté dans sa déviance. Hein, on l'a vu par exemple pour le bandit, qui lui a intériorisé le fait qu'un bandit ne devait pas lire, et donc du coup il va suivre les normes de son sous-groupe et essayer de ne pas dévier des normes dans lesquelles il grandit. Voilà. Maintenant qu'on a fini pour le grand B, on va passer au grand C. On va passer à l'étude des ce qu'on appelle, de ce que Becker notamment appelle les carrières déviantes. Alors là, je vous ai mis comme illustration pour les carrières déviantes, une illustration du Parrain, joué par Al Pacino. Donc le Parrain, c'est un film très connu de Coppola, qui a eu plusieurs Oscars, qui a eu une suite, il y a 3 films d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'un parrain de la mafia, c'est-à-dire donc donc la mafia italienne, et c'est un boss de la mafia, et on voit que là c'est la meilleure illustration de ce qu'on appelle une carrière déviante, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait sa carrière entière dans le crime. Il a sûrement commencé par quelques petits larcins, et puis il est monté dans la mafia. Donc typiquement, les organisations comme la mafia, que ce soit la mafia italienne, la mafia russe, etc., ce sont typiquement des organisations dans lesquelles on va avoir des carrières déviantes, c'est-à-dire qu'on va commencer par des petites déviances, et puis après intégrer un groupe dans lequel on va devenir réellement déviant. Et alors là, c'est pour vous donner un exemple, mais en fait, les carrières déviantes, elles peuvent être très diverses, et c'est notamment Howard Becker, encore lui, qui a étudié ça très précisément. Alors lui, il a étudié ça, Becker, il a fait sa thèse en allant étudier des chanteurs de jazz, des joueurs de jazz, parce qu'il se trouve qu'il jouait du jazz lui-même, et qui faisaient des concerts privés. Alors souvent c'était dans des backrooms, dans des bars un peu réservés, donc ils étaient un peu entre eux, et ils ont développé un peu une micro-société au sein de leur vie de jazzman, et donc à jouer de la musique, à vivre un peu la nuit, et notamment à consommer du cannabis. Et lui, Becker va étudier comment le fait de fumer de la marijuana peut être vu comme une rentrée dans une carrière déviante, et en fait ne se fait pas juste comme ça, il nécessite un apprentissage. Donc c'est justement ce qu'on va étudier dans le document 11, qui est donc qui est une explication justement du travail de Becker, et on va ensuite répondre aux questions pour mieux comprendre ce concept de carrière déviante. Donc lisons le document ensemble, et puis on répond aux questions ensuite. Document 11, les carrières déviantes. Pour Becker, il ne s'agit pas de rechercher les causes de la déviance ou les motivations du déviant, mais de saisir les interactions qui créent la déviance. En pensant ensemble, le groupe des déviants est celui des normaux, de la collectivité qui est à l'origine de l'étiquette. Par là même, on comprend que le déviant, une fois étiqueté, peut faire de sa déviance non seulement un mode de vie, mais également une identité. Cependant, cette nouvelle identité n'est pas donnée d'emblée, elle découle d'un processus qui comporte un certain nombre d'étapes. Becker analyse le processus de la déviance comme une véritable carrière, marquée par une succession d'étapes au moment qui conduisent le déviant à s'identifier de plus en plus comme déviant et à accentuer son étiquetage, même s'il peut en théorie, à chaque étape, s'arrêter sans franchir les suivantes, voire s'éloigner de la carrière déviante pour retourner à un mode de vie plus conforme. Le cas des fumeurs de marijuana permet d'illustrer une telle carrière déviante en montrant la suite d'événements et d'expériences par laquelle une personne devient capable de fumer de la marijuana. Les étapes à suivre se situent à plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord les différentes étapes qui construisent l'identité du fumeur de marijuana, qui lui font aimer et revendiquer sa consommation. Beaucoup d'expérimentateurs de la marijuana ne dépassent pas la première ou la deuxième étape. Donc, premier tiré, l'apprentissage de la technique, ce qui implique d'être en contact dans son entourage avec d'autres fumeurs. Deuxième tiré, l'apprentissage de la perception des effets. L'individu a suffisamment d'expérience, il est capable de reconnaître les effets de la consommation de marijuana au-delà des premières sensations, souvent désagréables, il est devenu connaisseur. Troisième tiré, l'apprentissage du plaisir que procure la consommation de marijuana. À ce premier processus qui montre que ce n'est pas la motivation, recherche du plaisir par exemple, qui explique le comportement déviant, mais au contraire l'intensification du comportement déviant qui produit la motivation déviante. S'ajoute le processus de construction de la déviance dans l'interaction. En effet, commencer à fumer ne suffit pas pour être un déviant, il faut atteindre la deuxième étape, être repéré et désigné comme déviant, c'est-à-dire l'étape de proprement dit.
Dès lors, l'individu est considéré et traité comme déviant dans toutes ses interactions. Son identité sociale devient celle d'un déviant. L'ostracisme, c'est-à-dire le rejet hostile par une collectivité d'un de ses membres, et l'opprobre, ce qui l'humilie à l'extrême publiquement, dont il fait l'objet, peut l'entraîner dans une troisième étape de sa carrière de déviant, c'est-à-dire l'amplification de son comportement déviant et surtout son intégration à un groupe de déviants déjà constitués qui l'initieront davantage aux actes déviants et lui donneront un accès facile à la substance prohibée. Par intégration au groupe des déviants, l'individu voit son identité et ses perceptions se modifier. Il est devenu véritablement déviant. Il revendique d'ailleurs son comportement déviant. Et ça, c'est important, l'idée que, mine de rien, tout le monde ne souffre pas de sa désignation comme déviant, mais certains revendiquent les comportements déviants. Pour reprendre l'exemple de la consommation de marijuana, il y avait des rappeurs, par exemple, qui revendiquent de consommer des substances illicites. Donc on voit que, au bout d'un moment, les comportements déviants deviennent des nouvelles normes et sont intériorisés par les individus. Alors, on vous demande en première question de compléter le terme manquant. Donc on vous dit, il faut atteindre la deuxième étape, c'est-à-dire être repéré et désigné comme déviant, c'est-à-dire l'étape de... Quand on est désigné et repéré comme déviant, ça on l'a vu dans le grand A, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage. Je vous rappelle que Howard Baker, celui qu'on est en train d'étudier ici, c'est le même sociologue qui a fait à la fois la théorie de l'étiquetage et les théories de la carrière déviante. Donc forcément, on va retrouver les mêmes termes. Et donc là, le terme du grand A, c'est bien l'étiquetage. Question 2. À partir de l'exemple des fumeurs de marijuana, expliquez pourquoi devenir déviant suppose une socialisation préalable à certaines pratiques. Baker l'explique bien, pour devenir déviant, ça suppose un apprentissage de pas mal de pratiques différentes. Premièrement, il faut apprendre à un certain nombre de techniques, apprendre à rouler, apprendre à apprécier, voilà. D'autre part, il faut aussi apprendre à percevoir les effets. Notamment à percevoir ce que c'est une situation agréable. Donc là, il nous fait les différents tirés, c'est-à-dire qu'au début, il faut apprendre la technique, il faut déjà être en contact avec des personnes de son entourage, ensuite il faut apprendre à percevoir les effets, et enfin, il faut apprendre que, une fois qu'on a compris quels sont les effets, il faut apprendre ce que c'est qu'une sensation agréable. En fait, bien souvent, les personnes qui essayent la marijuana, ils n'aiment pas du tout ça aux premiers essais. Il y a un apprentissage de la fumette, on pourrait dire, pour apprendre à reconnaître ce qui est censé être agréable ou non. Donc en fait, c'est pas, et il le dit bien, c'est pas la recherche du plaisir qui est à l'origine du comportement déviant. Au début, c'est une conformité au groupe, et puis au bout d'un moment, on apprend à reconnaître ce qu'est la recherche du plaisir. Question 3, on vous demande à partir de l'exemple des fumeurs de marijuana, expliquer pourquoi la déviance peut être analysée comme une carrière. Et bien justement, en fait, ce que dit Baker, c'est qu'elle peut être analysée comme une carrière parce qu'il y a plusieurs étapes. Premièrement, donc première étape, comme une carrière professionnelle, on pourrait dire, bon ben voilà, on commence en bas de l'échelle sociale, puis après on arrive à monter les échelons petit à petit, et puis après on est au sommet de sa carrière. Et ben c'est un peu l'idée. Au début, on va avoir une transgression occasionnelle. Donc ça, c'est la première étape de la carrière, c'est-à-dire on va fumer la marijuana pour la première fois, par exemple. Puis après, on va, de cette transgression occasionnelle, la répéter de temps en temps et puis apprendre des choses. On va apprendre des techniques. Là, les techniques de reconnaissance, là, il parle pour la marijuana, de reconnaître certains effets. Ensuite, on va répéter cet acte, ce qui fait qu'il va nous devenir de plus en plus familier. On va intégrer notamment des normes et des valeurs associées à ça. Ensuite, on va avoir une étape cruciale qui est l'étiquetage, c'est-à-dire qu'on va être étiqueté comme déviant par les autres, et donc du coup, cet étiquetage, on va être considéré comme déviant, et petit à petit, on va soi-même se considérer comme déviant. C'est-à-dire que la désignation comme déviant, l'étiquette de déviant, là, par exemple, l'étiquette de fumeur de marijuana, va devenir une partie de notre identité. Et enfin, la dernière étape, c'est le fait d'intégrer un groupe déviant, le fait d'appartenir à un sous-groupe qui est régi par des règles spécifiques, comme on avait vu que les jeunes qui s'insultent entre eux, ils ont leurs propres normes. Ici, un groupe dans lequel, par exemple, fumer de la marijuana, c'est une norme. C'est notamment les joueurs de jazz qu'étudie Howard Baker dans son livre. Et du coup, la personne va s'enfermer dans son identité déviante, c'est-à-dire que
il a des comportements déviants, il en a les normes, il a été étiqueté comme déviant par les autres, et il est intégré à un groupe où la déviance est la norme, donc du coup il va s'enfermer dans son identité déviante. La déviance va devenir une partie de son identité. Donc, on vous demande ensuite, question 4, de remplir le schéma bilan, qui résume un petit peu tout ça. La première étape, ça va être la première transgression de la norme. Ensuite, de cette transgression, on va venir une répétition de l'acte déviant, c'est-à-dire une étape d'apprentissage. Ensuite, on va avoir l'étape importante de l'étiquetage. On va avoir un étiquetage qui renforce l'individu dans son activité de déviant, qui renforce son identification et son activité, puisque une fois qu'on est désigné, ça fait partie de notre identité. Et enfin, dernière étape, l'intégration d'un groupe déviant organisé. Voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir pour cette partie-là, ça va être globalement la définition de ce qu'on appelle, la déviance. Donc, la définition de ce qu'on appelle une carrière déviante. Donc, là, une carrière déviante, c'est un processus par lequel un individu passe d'une transgression occasionnelle de la norme à une transgression répétée, en faisant l'apprentissage de certaines pratiques, en prenant goût à ces pratiques et en intégrant un groupe déviant. Dans celui-ci, l'individu se construit une identité déviante en se conformant à l'étiquette qui lui a été attribuée. Voilà, on a fini pour cette partie-là. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remplir la synthèse. Donc je vous rappelle, la synthèse, qui est celle que vous avez sur votre dossier documentaire, elle va être à remplir en ligne sur le site de la cuisinière. Vous commencez à avoir l'habitude, ça va être comme la dernière fois, donc une synthèse à trous. Faites attention de bien noter les mots sans faute d'orthographe, comme ça moi je peux corriger ça numériquement facilement. Voilà, donc le lien sera dans la description, je vous mettrai toutes les consignes par mail également. À bien aller remplir, vous avez les deux synthèses à remplir, la synthèse numéro 1 et la synthèse numéro 2, et les deux synthèses sont à remplir, donc il faut bien comprendre que le cours a bien été compris. Et évidemment, une fois que ça a été rempli, vous pouvez aussi le remplir sur le dossier documentaire directement. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on se revoit jeudi ou vendredi pour la suite et fin du cours, et après on va pouvoir passer à notre dernier chapitre d'économie. Voilà, très bon début de semaine à vous, à bientôt.